Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Même si l'hypothèse était dans l'ordre des possibles et que les bruits à ce sujet couraient depuis plusieurs semaines, l'annonce a eu l'effet d'une bombe. Karim Khan, le procureur auprès de la Cour pénale internationale, a demandé aux juges de la chambre préliminaire d'émettre des mandats d'arrêt contre des personnalités israéliennes et palestiniennes, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et ce vendredi 24 mai 2024, après le tournage de cette émission, la Cour internationale de justice nous dira si elle peut ordonner un cessez-le-feu. Mais d'une certaine manière, la messe est dite. L'État d'Israël, dont les premiers responsables crient à l'antisémitisme et annoncent à l'avance qu'ils ne se plieront pas aux décisions de justice, s'enferre dans une sorte d'isolement. Ses adversaires peuvent désormais le présenter et de manière crédible comme rebelle aux décisions des Nations Unies, sourd aux demandes pressantes de la Cour internationale de justice et méprisant vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Bref, comme un État voyou. Et les États-Unis, la première puissance mondiale, pourra-t-elle continuer d'apporter son soutien inconditionnel à Israël sans être isolée et tout simplement discréditée? Que devons-nous retenir du concert de protestation, sinon strictement, du moins essentiellement occidental, suite à l'annonce de Karim Khan? La CPI pourra-t-elle survivre à une forme d'impasse liée aux pesanteurs et interférences politiques, en particulier dans ce dossier? Et au fond, la Cour pénale internationale et de manière générale toute l'organisation de ce qu'on peut appeler la gouvernance globale peuvent-elles être autre chose qu'un joker des puissants, selon le titre d'un livre de la journaliste Stéphanie Maupas? On en parle dans cette nouvelle édition du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi, politiste, professeur émérite à Sciences Po, sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. À propos de la demande de mandat d'arrêt faite par le procureur de la Cour pénale internationale aux juges qui sont chargés de trancher, peut-on parler d'un tournant? Moi, je parlerai de 3 tournants. C'est dire que la route est riche en ce moment. Pourquoi 3 tournants? Premièrement, par rapport à l'image qu'Israël veut donner de lui-même. Le grand argument avancé par Israël, avec une certaine audace, il faut bien le dire, c'est de se présenter comme État de droit face à quelque chose qui ressemblerait à la barbarie. Là, pour la première fois dans l'histoire, une juridiction internationale neutre s'apprête, peut-être, probablement, à poursuivre un dirigeant israélien, le chef de gouvernement et le ministre de la Défense, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc c'est toute la réputation asymétrique de cet État de droit qui se bat contre des autocraties qui ne respectent en rien la loi internationale, qui tombe du coup. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants israéliens sont dans un état de fureur, allant jusqu'à employer, comble de l'absurde, l'argument d'antisémitisme pour qualifier la Cour pénale internationale, ce qui, par parenthèse, est une injure aux victimes du véritable antisémitisme tel que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont pu nous les montrer. Ça, c'est un premier tournant décisif. Le deuxième tournant, il concerne la CPI elle-même. La CPI a été créée par une convention internationale qui date de 1998, juillet 1998, et depuis, elle s'est construite la réputation de juger les dictateurs du Sud. Il suffit de regarder la liste de ceux qui ont été objet de mandat d'arrêt, Kadhafi, Omar el-Béchir, le dictateur soudanais au pire moment de la guerre du Darfour et de la guerre contre le Sud-Soudan, ou Laurent Gbagbo, même si celui-ci a été ensuite lavé de ses accusations,
Plus tard, il y a eu Poutine. Alors, on n'est pas dans le Sud, mais on n'est pas dans le monde occidental. Et du coup, on nous expliquait que c'était un instrument entre les mains des potentats occidentaux, des États occidentaux. Si véritablement les juges de la Cour pénale internationale suivent la demande de Karim Khan, du procureur général, là, les choses vont changer. C'est-à-dire, la Cour pénale internationale sera lavée de ce soupçon de partialité et deviendra une véritable juridiction équilibrée en tous les cas. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que beaucoup d'États occidentaux, en premier lieu la France, par l'intermédiaire du président de la République, M. Macron, déclare qu'il n'est pas question de discuter l'autorité de la Cour. Ça, c'est un des principes, notamment de la diplomatie française et plus particulièrement de la diplomatie macronienne, de se présenter comme un pilier indéfectible du multilatéralisme, que ce soit dans ses orientations onusiennes ou dans ses natures juridictionnelles, à travers la CPI ou la CIJ. Donc, si il y a poursuite de Benjamin Netanyahou par la Cour pénale internationale, il faudra bien que ces diplomaties occidentales changent leur regard, changent le discours. Ou alors c'est cette allégeance aux grandes institutions internationales qui sera remise en cause, qui serait une crise diplomatique grave pour des pays comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et une crise de doctrine pour la France. Ce serait une crise de doctrine et même plus que ça. Parce que la France, dans son histoire, et ce n'est pas faux, est l'un des inventeurs du multilatéralisme. Des noms qu'on a hélas oubliés, mais qui ont joué un rôle fondamental. Léon Bourgeois, qui a été le premier à parler à l'époque d'une Société des Nations, et qui a été le premier président de la Société des Nations, des gens comme Albert Thomas, comme Aristide Briand. La France s'est toujours honorée, et ça fait partie du côté jardin, je dirais, d'être le promoteur, plus que le soutien, le promoteur du multilatéralisme. Là, si tout d'un coup la France ne suit plus ce qu'une juridiction internationale et multilatérale vient à proclamer, c'est une crise identitaire, effectivement, qui risque de se produire. Donc, l'enjeu est gros, l'enjeu est lourd. Et je pense que si on suit bien la diplomatie française, le fait qu'immédiatement, il a été dit qu'il ne faut pas remettre en cause l'autorité de la CPI est une indication. Et si, quelques heures après, la France a dit c'est trop tôt pour reconnaître un État palestinien, c'était peut-être une façon d'équilibrer la première formule. Le en même temps à la mode de la diplomatie à la petite semaine. Donc il va se décider des choses qu'il faudra suivre avec énormément d'attention. Alors, il y a un pays qui est moins concerné. Il y en a plusieurs, mais en particulier un, les États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, donc ne sont pas liés par les décisions de la Cour pénale internationale. Si la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt contre Netanyahou, si Netanyahou vient en France, il faudra lui passer les menottes. Il pourra en revanche aller aux États-Unis sans la moindre crainte. Alors, bien entendu, la CPI n'a pas d'officier de police judiciaire et ne peut contraindre aucun État à livrer ses ressortissants ou les ressortissants d'un autre pays, mais de facto, en définitive, Israël pourrait passer, on l'a dit, aux yeux d'un nombre de plus en plus important de pays comme un État voyou. Est-ce que sur le long terme, c'est tenable d'avoir cette réputation, d'être finalement, d'avoir un dirigeant qui fuit la justice internationale comme Omar el-Béchir ou bien comme un président d'un pays qui est une autocratie tropicale, on va dire, pour un peu tremper dans la caricature? C'est tout le mythe israélien, c'est tout le récit, le narratif israélien qui s'effondre. Parce qu'effectivement, et c'est là que ça fait mal probablement à Tel Aviv, c'est l'idée selon laquelle le droit n'est pas du côté de la partie israélienne.
n'est pas non plus du côté du Hamas, puisque le Hamas fait aussi l'objet de ces mêmes demandes, en tout cas ses dirigeants, 3 de ses dirigeants, mais en tous les cas, cette prétention de s'appuyer sur le droit se trouve complètement anéantie. Parler d'État voyou, on l'a fait beaucoup à propos des États-Unis qui avaient inventé le terme de rogue state, État voyou. On l'a retourné contre eux, notamment au moment de l'affaire irakienne, tu t'en souviens. C'est peut-être la même histoire qui est en train de se produire en Israël, sachant qu'il y a 2 types d'accusations qui pèsent sur Netanyahou. Il y a Netanyahou comme personne qui est susceptible de poursuites sur le plan pénal pour des malversations, pour de la corruption, et puis il y a Netanyahou en tant que chef de gouvernement qui cette fois-ci est poursuivi par la Cour pénale internationale. Effectivement, je crois que dans l'histoire d'Israël depuis 1948, il n'y a pas de précédent. Alors, la Cour internationale de justice pourrait ordonner un cessez-le-feu dès aujourd'hui. Je rappelle qu'on tourne vendredi et on va diffuser dimanche. Est-ce que cela participe de la même logique d'isolement d'un État d'Israël de plus en plus objectivement hors la loi ? Imaginons qu'un cessez-le-feu et une libération des otages, par exemple, soient exigés. Une fois de plus, refuser de s'y soumettre reviendrait à donner l'impression qu'on ne respecte rien dans la société internationale. C'est intéressant parce que, en fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent et qui, peut-être de manière discrète, sont en train de changer la nature même du conflit israélo-palestinien. Dans une première séquence, Israël avait le soutien, je dirais, de la quasi-totalité de la communauté internationale. C'était le temps du vote du partage à l'Assemblée générale des Nations unies et, je dirais, les 10 premières années, voire les 20 premières années jusqu'à la guerre de 67, où... D'abord, s'appuyant sur le triste souvenir, l'horrible souvenir de la Seconde Guerre mondiale, et sur ce vote quasi consensuel de l'Assemblée générale des Nations unies, Israël disposait d'une aura naturelle. Puis il y a eu un deuxième temps où le conflit israélo-palestinien, qui était d'ailleurs israélo-arabe encore à l'époque, a été comme dissous dans la bipolarité. C'est-à-dire venait s'intégrer dans le conflit Est-Ouest, l'URSS et le camp soviétique soutenant la cause arabe et palestinienne, le camp occidental soutenant la cause israélienne avec quelques petites dissidences comme celle du général de Gaulle en 1967. Mais le fait que en 67 comme en 73, ces 2 conflits étaient couverts par la bipolarité, le rapport de puissance, effaçait la dimension en même temps de justice et de droit au nom de la sacro-sainte puissance qui était censée faire la décision. C'était vraiment le temps des rapports de force. Depuis l'échec du processus d'Oslo, Oslo étant intervenu dans le sillage de la disparition de la bipolarité, on a assisté à un temps de l'indifférence où on a mis le dossier sous la table. Maintenant que ce dossier revient au centre du jeu international, il prend des habits nouveaux. D'abord, il est de moins en moins israélo-arabe. Ce conflit pourrait être de plus en plus israélo-palestinien, beaucoup de gouvernements arabes désertant la cause, en quelque sorte, et en redevenant israélo-palestinien. Et à partir d'une mobilisation de la société palestinienne, il suffit d'avoir en tête la marche de retour de 2018 qui a marqué un nouveau départ, la question du droit et de la justice refait surface. Et ce qui est intéressant, on en a déjà parlé ici, mais le phénomène se confirme, c'est
qu'il y a eu dans ce sillage une vraie mobilisation de l'opinion publique internationale, et en tout premier lieu de la jeunesse, sur les campus universitaires américains, en France et en Europe également, tout ceci signifiant que le conflit a changé de nature. Ce n'est plus seulement un rapport de force, c'est devenu une question humaine, c'est devenu une question sociale, dominée par l'énormité des souffrances physiques et mentales que l'on a imposées au peuple palestinien. Et du coup, ce conflit prend cette dimension juridico, je dirais, éthique, qui fait que la position d'Israël devient difficile à défendre. Et pendant ce temps, le Hamas, qui finalement est convoqué à la barre, tout comme Israël, disons, joue la carte de OK, de toute façon, c'est nous qui avons nous-mêmes voulu nous soumettre au droit, et advienne que pourra, en gros, nous nous soumettons au droit, et donc certains observateurs peuvent dire, bon voilà, les terroristes acceptent d'être jugés, et l'État démocratique refuse et se plaint. Il y a quelque chose de très ambigu là-dedans. Oui, enfin, le discours du Hamas n'est pas totalement celui-ci, parce que le Hamas a protesté en disant mais vous mettez dans le même sac la victime et le bourreau, c'est-à-dire il y a aussi une réticence à l'idée d'être assimilé aux crimes commis par l'État israélien. Ceci dit, il faut quand même jamais oublier une chose, c'est qu'un crime est un crime. Hein, mais vous donc, allez en pas... fait, il dit c'est nous-mêmes qui avons demandé à la Cour pénale internationale d'arbitrer ce conflit. Il joue une carte ambiguë, mais moins frontale, on va dire. Non, mais il faut distinguer très clairement deux choses. Il y a la cause palestinienne qui repose sur de solides arguments, en même temps éthiques et juridiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette bataille, la capacité d'Israël de s'en sortir la tête haute n'est pas évidente. Et puis, il y a l'autre aspect qui est non pas la cause, mais les acteurs. Or, on en a parlé autour de ce micro, le acteur Hamas a commis des crimes le 7 octobre. Et des crimes qui n'étaient pas nécessaires à la promotion de la cause palestinienne. Donc, moi, je suis très attaché au fait de dire qu'un crime est un crime. Absolument. Et qu'on ne... Je parle de tactique, là, de la tactique des deux parties. Oui, mais justement, le fond du problème, c'est que la symétrie qui se crée est une symétrie à laquelle Israël ne peut plus échapper. On ne peut pas dire à une mère qui a perdu son enfant « Oh, écoute, c'est pas grave, c'était une bombe démocratique, c'était une bombe forgée par un État de droit, donc console-toi. » C'est pas comme ça. L'humanité, c'est pas ça. L'humanité, c'est la souffrance, et ce qui est vraiment la question qu'on se pose tous en ce moment, c'est est-ce qu'une instance judiciaire supranationale va être capable de juger enfin et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des souffrances humaines de manière égale et équitable. Parce qu'effectivement, c'est pas ce qui a souvent été le cas quand on regarde les tribunaux pénaux spéciaux qui ont été créés sur la Yougoslavie, sur le Rwanda et même sur la Sierra Leone. En réalité, c'était plus ou moins une justice des vainqueurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Cour pénale internationale a été créée, parce que pour éviter, disons, cette malédiction, entre guillemets, de Nuremberg qui veut que finalement ce ne soit que les vaincus qui soient jugés, parce que s'il y avait la CPI en 1945, elle aurait jugé les États-Unis pour Hiroshima et Nagasaki. Bien sûr. Et les bombardements de Dresde aussi, bien sûr. Mais justement, c'est pourquoi l'enjeu est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que Israël avait été dans un premier temps, celui que je décrivais tout à l'heure, protégé par un consensus mou de la communauté internationale. Dans un deuxième temps, protégé par le rapport de force et le rapport de puissance. La grande question qui reste ouverte, parce qu'on n'a pas les éléments de réponse, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on entre dans un troisième temps où
il n'y aura plus cette protection ni par la puissance, ni par le consensus, mais une protection de ceux qui souffrent par le droit et qui punissent ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité. Alors, les réactions internationales à cette annonce du procureur Karim Khan ont été nombreuses, qu'elles émanent de chancellerie ou de commentateurs. Certains reprennent des éléments de langage de Netanyahou qui dénoncent un antisémitisme supposé. D'autres s'indignent que l'on puisse placer sur le même plan le Hamas, mouvement terroriste, et un gouvernement démocratique. Certains ont même évoqué la religion musulmane supposée du magistrat britannique procureur auprès de la Cour pénale internationale. Ça va très loin et ça nous dit quelque chose finalement d'un certain nombre de non-dits racistes qui parcourent la scène internationale. Mais tout à fait. Mais j'ai souvent prononcé cette phrase un peu clin d'œil de dire qu'il règne sur le jeu international une sorte de racisme d'atmosphère, c'est-à-dire un racisme qui ne dit pas son nom, qui quelquefois n'est même pas conscient chez ceux qui l'agitent, mais qui correspond à la rutinisation de vieilles habitudes. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé cette émission sur le mot « tournant ». Il faut reprendre ce mot. Ce serait véritablement un tournant que de considérer que ceux que l'on frappait d'infamie parce que appartenant à des cultures qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas la démocratie, qui ne connaissent pas la justice, est-ce que on pourra aussi rendre raison à ceux-là quand ils souffrent injustement? C'est ça la grande question. Et si on réussit à le faire, là, je crois que l'humanité sera sérieusement régénérée. Et d'un certain point de vue, il y a déjà un pas sur lequel on ne pourra pas revenir, qui a été franchi. La décision de Karim Khan, il faut voir cette décision. Elle est très documentée, elle est très argumentée. Elle dérive non pas de l'instinct, mais d'un vrai travail d'expert. Tout ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une juridiction de cette nature, il n'y a pas le pouvoir de veto de quiconque qui dit que vous ayez raison ou que vous ayez tort, moi je ne veux pas, donc ça ne se fera pas. Ça n'existe plus. Ça aussi, c'est un progrès de l'humanité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de problématique à considérer que d'un point de vue pénal, et j'insiste sur le mot pénal, les démocraties sont par essence moins criminelles, alors même que l'histoire est riche d'exemples. Je parlais d'Hiroshima et Nagasaki, d'exemples de démocraties ayant commis des crimes graves et surtout à l'extérieur de leurs frontières. Pourquoi répéter à chaque fois cet argumentaire-là ? Ben oui, parce que la démocratie a tendance à utiliser la nature de son régime intérieur pour légitimer des décisions extérieures qui sont souvent des décisions barbares. Le meilleur exemple, c'est l'entreprise coloniale. C'est quand même des démocraties qui ont fait vivre l'entreprise coloniale, en tous les cas dans sa dernière séquence, celle qui va de la fin du 19e siècle, de Jules Ferry, qui est un grand républicain, mais qui parlait des races inférieures, jusqu'à la décolonisation. Ça, c'est un jeu qui a été pérennisé par la bipolarité, c'est-à-dire le camp de la démocratie contre le camp de la dictature soviétique, et tout l'enjeu dans cette nouvelle séquence que nous vivons depuis 1991, c'est de maintenir cet argument. D'où, d'abord, dans un premier temps, toute cette littérature naïve qui dit la fin de l'histoire, la démocratie gagne partout. On a vite compris que ce n'était pas vrai. Et cette deuxième tentative que l'on voit fleurir à l'occasion notamment de ces dernières années, qui consiste à dire il y a un néocampisme, un nouveau camp, c'est celui de la démocratie face aux dictatures. Ce qui est sociologiquement et politiquement faux, on le voit dans le vote ou à l'Assemblée générale des Nations Unies, où les dictatures et les démocraties mêlent leurs voix, donc il n'y a pas un camp de la démocratie, mais qui est redoutable, parce que c'est une sorte de laisser-passer vers le crime que l'on délivre ainsi au régime démocratique. Si ce que fait la CPI aboutit, eh bien ça
cette tentative-là, elle aura échoué. Et c'est aussi une rationalisation d'une différenciation de la valeur de la vie des uns et des autres. C'est-à-dire la vie d'un citoyen d'un pays démocratique vaudrait plus que la vie d'un citoyen qui n'a pas la chance de vivre dans un pays démocratique. Tout à fait. Mais c'est pour ça que la question est fondamentalement humaniste. C'est-à-dire la vie d'un homme vaut, ou d'une femme, d'un humain vaut celle d'un autre humain. C'est ça qui est en jeu. Dans ce temps de pessimisme, moi j'ai une petite lueur d'espoir. Parce que je pense que si on démontre à ceux qui viennent de ces terres mal considérées qu'ils sont reconnus comme de vrais humains, alors je pense que la colère sociale qui émane de ces populations pourra aller en se calmant. J'ai toujours considéré que l'humiliation était le principal paramètre des relations internationales. Le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire. Je pense que c'est une façon de faire taire l'humiliation, et ça, c'est bon pour la paix. Pendant que les soutiens internationaux d'Israël se radicalisent, des États européens, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège se décident à reconnaître l'État palestinien. Comment l'expliquer ? Alors, ça s'explique d'abord par une dynamique ancienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a déjà 142 États dans le monde qui ont reconnu l'État de Palestine, c'est-à-dire une grande majorité, confirmée sur un mode différent par le vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'admission de la Palestine comme membre à part entière de l'organisation. Ce n'était pas la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance globale à partir de l'appartenance à l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est quand même une dynamique forte. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est deux éléments. Premier élément, cette dynamique a certainement été amplifiée ces derniers temps par la pression des opinions publiques. Il y a une évolution des opinions publiques partout dans le monde. Et les sociétés, bien heureusement, ça compte de plus en plus. Et je pense que ces États qui ont décidé de franchir le pas, l'Espagne, la Norvège, l'Irlande, ont été sensibles à cette pression de l'opinion publique, ce qui prouve que les mobilisations sociales, c'est pas pour rien qu'elles se font. Et ça, c'est donc une dynamique que l'on pourra plus véritablement arrêter. Il y a un autre élément qu'il faut mettre en évidence, c'est que ces trois reconnaissances viennent rompre le modèle que nous montrait la carte des reconnaissances, qui était le Sud presque totalement acquis à la reconnaissance. Il n'y a que le Cameroun et l'Érythrée, je crois, au sud, et je crois la Birmanie. Le Cameroun, parce que la garde prétorienne du président Biya est constituée d'Israéliens. Voilà. Mais donc, essentiellement, tous les pays du Sud, alors que les pays du monde occidental, et je mets dans l'Occident cet extra-Occident que constitue le Japon ou la Corée, restaient sur le quant à soi. Ça se lézarde. Et ça aussi, c'est un événement très important, que le camp occidental se divise. Avec ces nouvelles reconnaissances, sur 27 pays de l'Union européenne, par exemple, 12 auront reconnu l'État de Palestine, c'est-à-dire presque la moitié. Et ça, c'est un fait politique et diplomatique nouveau. C'est-à-dire que désormais, alors qu'on nous explique qu'Israël est la pointe avancée du camp occidental au Proche-Orient, eh bien, ce camp occidental est divisé. Et ça risque d'abord d'affaiblir cette image d'Israël, pointe avancée de la civilisation occidentale au Proche-Orient, mais surtout, ça crée une dynamique que les autres États occidentaux, encore réticents, auront du mal à contenir. Et un pays comme la France, c'est assez étonnant. La France a voté à l'Assemblée générale pour l'admission de l'État de Palestine, et là reste dans le camp des réticents. En disant que finalement, ça ne changera rien de le faire aujourd'hui. C'est un peu l'argument, c'est qu'il faudrait que la France reconnaisse l'État palestinien au moment où ça pourra booster le processus. Alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce que si continue ce processus de reconnaissance de l'État palestinien, le modèle des deux États s'impose de fait. C'est-à-dire que si
toute la planète, ou quasiment toute la planète, reconnaît qu'il y a deux États qui se font face, la solution aux deux États, elle est déjà, du coup, écrite, même gravée dans le marbre diplomatique et politique. Mais comment reconnaître un pays qui n'a pas de frontières ? Où est l'œuf, où est la poule ? Je pense qu'à partir du moment où on reconnaîtra l'État de Palestine, on sera peut-être davantage mobilisé pour lui donner une consistance institutionnelle, territoriale, lui donner des droits. Là, on peut évidemment considérer que la décision quasi unanime de la communauté internationale ne change rien à rien, mais quand même, la pression politique devient extrêmement forte. Et certains disent que ces reconnaissances de ces pays européens, c'est une prime donnée au terrorisme. Non, je crois que c'est une punition donnée à ceux qui, pendant 25 ans, ont mis le dossier palestinien sous la table. C'est-à-dire que on est aujourd'hui au pied du mur. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'indifférence coupable dont la quasi-totalité des États du monde ont fait preuve à l'égard de la Palestine nous a menés non pas vers la pacification, comme certains l'espéraient, mais au bord du gouffre. Et on comprend que pour ne pas tomber dans le gouffre, il faut rattraper par les cheveux, si tu me permets cette expression, cet État palestinien et lui donner une respectabilité sur le plan juridique et sur le plan diplomatique. C'est ça que ça veut dire. Alors le procureur Karim Khan s'est confié à la journaliste Christine Amanpour sur CNN et a évoqué des personnes lui ayant expliqué que de leur point de vue, la CPI était faite pour les Africains et peut-être pour Vladimir Poutine. On l'écoute. Rights, the dignity of the individual is the protection of babies. I mean, these are fundamental American values that should engender bipartisan support. Now, of course, this situation, unfortunately, lies on the San Andreas fault of international politics and strategic interests. And, of course, I've had some elected leaders speak to me and be very blunt. This court is built for Africa and for thugs like Putin, was what one senior leader told me. We don't view it like that. This court is the legacy of Nuremberg. This court is a sad indictment of humanity. This court should be the triumph of law over power and brute force. Grab what you can, take what you want, do what you will. And we're going to simply be, we're not going to be dissuaded by threats or any other activities, because in the end we have to fulfill our responsibilities as prosecutors, as the men and women of the office, as judges, as the registry, to something bigger than ourselves, which is the fidelity to justice. And we're not going to be swayed by the different types of threats, some of which are public and some maybe are not. On peut dire que Karim Khan met les pieds dans le plat. En gros, pour certaines puissances occidentales, la CPI n'est qu'un instrument de leur politique de puissance et il est hors de question que leur couteau se retourne contre elle. Tout cela pose un problème de fond, celui de la gouvernance globale ou mondiale. Est-ce que ce n'est pas un leurre, ce concept-là, qui ne peut illusionner que quand les instruments comme les Nations Unies, la CPI ou même l'OMC servent les intérêts des puissants? Et est-ce qu'on peut vivre harmonieusement en dehors soit de la règle de droit pour tout le monde, soit de la règle de la jungle? Mais j'ai envie de te dire, on va avoir bientôt la réponse. C'est-à-dire que si la CPI maintient le cap, ça prouve que la part la plus difficile de la gouvernance mondiale est vraiment en marche. La part la plus difficile, c'est de rendre la justice et de la rendre, je dirais, contraignante. Donc on va voir si on y parvient. Mais arrêtons de dire que la gouvernance globale est un rêve, une utopie. Ça, c'est l'alibi des souverainistes. C'est l'alibi... Bon, c'est aussi le fait contemporain. De la puissance. C'est aussi l'alibi de la puissance. De dire, de toute façon, c'est la puissance qui mène le monde, jamais la gouvernance globale. Mais si tu peux prendre l'avion, si tu peux téléphoner, si tu peux faire fonctionner Internet, si tu peux échanger des marchandises, si tu peux mettre en place des politiques mondiale en matière sanitaire, si on a pu éradiquer la variole en Afrique, c'est grâce à quoi?
certainement pas à un État généreux et puissant qui donnait dans la philanthropie. C'est dû à la gouvernance globale qui est en marche. Et on ne parle jamais de ces grandes institutions des Nations Unies qui font un travail formidable, le Programme alimentaire mondial, la FAO, l'OMS, l'UNICEF, l'Organisation des femmes des Nations Unies, quantité d'autres, le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est de la gouvernance globale. Et c'est à nous qu'il appartient de la consolider. Si on a une gouvernance globale qui passe par l'édiction de normes qui permettent à un droit pénal international de fonctionner, on aura fait un grand pas et on pourra rire de ceux qui disent que c'est de l'utopie. Merci Bertrand d'avoir répondu à mes questions. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre. La chronique internationale de Bertrand Badi, votre engagement et votre fidélité nous sont précieux, d'autant plus que nous vivons un moment particulièrement important de l'histoire de notre jeune chaîne de télévision. Le média a candidaté pour avoir une place au sein de la TNT qui remet en jeu 15 fréquences, dont celle de BFM et de CNews. Et nous avons été retenus dans la shortlist des 25 dossiers qui devront être examinés. Le rêve est donc possible, mais pour cela, nous avons besoin de vous pour nous donner de la force en cette période clé. Allez sur tnt.lemediatv.fr et donnez-nous la force de représenter vos idées. Restez connectés aux médias.